Attardons-nous à présent quelques instants sur l'implantation des droits de l'homme dans l'ordre juridique des États. Pour dire que cette implantation est un phénomène qui varie fortement en fonction des États et de leurs traditions constitutionnelles respectives. Il faut d'abord rappeler que les États sont et restent fondamentalement libres d'adhérer et de ratifier les traités dans le domaine des droits de l'homme. Lorsqu'ils le font, lorsqu'un État décide de s'engager sur le terrain d'un traité international visant à assurer le respect de la dignité humaine, il ne le fait d'ailleurs pas toujours exclusivement pour des considérations d'ordre juridique, mais bien souvent, et pour ne pas dire prioritairement, pour des considérations de nature politique, de nature institutionnelle, de nature historique ou encore de nature économique. Le processus qui conduit les États à mettre en œuvre les droits de l'homme varie considérablement en fonction de ces diverses catégories d'États. On peut, dans les grandes lignes, distinguer deux grandes catégories d'États. Il faut en dire quelques mots. Il y a les États qui ont épousé une structure dualiste et ceux qui ont opté pour une structure moniste dans le domaine du respect du droit international. Alors, pour ce qui est des États de tradition dualiste, pour ces États-là, il faut savoir que l'entrée en vigueur d'un traité à leur égard ne va pas nécessairement de pair avec l'intégration automatique de ce traité en droit interne. Selon cette approche qui distingue très nettement le droit international d'une part et le droit national de l'autre, un traité ne doit pas seulement être ratifié sur la scène internationale pour engager l'État, il l'engage certes sur la scène internationale, mais pour l'engager au niveau interne, au niveau du droit national, eh bien, ce traité doit encore être reçu en droit interne au moyen d'un acte d'approbation, généralement une loi, avant de pouvoir être appliqué et mise en œuvre. On voit très bien ce que ça peut signifier dans le domaine des droits de l'homme. Un exemple, c'est le Royaume-Uni, qui a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme très tôt, après l'adoption de cet instrument au début des années 1950, mais qui, en fonction de la tradition dualiste qui caractérise cet État, eh bien, a vu la Convention ne pas pouvoir déployer d'effets directs tant qu'elle n'a pas été formellement intégrée au droit interne. C'est ce qui s'est produit bien plus tard, à la fin du XXe siècle, avec l'adoption au Royaume-Uni du Human Rights Act de 1998, qui a fait littéralement pénétrer la Convention dans l'ordre juridique de ce pays en la plaçant au niveau d'une loi ou des sources de droit ordinaires en vigueur dans cet État. Les États monistes, eux, par contre, ont une approche différente qui est bien davantage fondée sur l'osmose entre le droit international et le droit interne. Pour ces États-là, au moment où le traité entre en vigueur sur la scène internationale pour l'État en cause, eh bien, simultanément, au même moment, il est appelé à déployer ses effets sur le plan interne, sur le plan national. Dans cette tradition-là, il n'est pas nécessaire de recourir au vote d'une loi d'incorporation pour que le traité puisse déployer ses effets. Reprenons l'exemple de la Convention européenne des droits de l'homme avec un autre État, cette fois la Suisse. La Suisse a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme en 1974, donc presque 25 ans après l'adoption de cet instrument par le Conseil de l'Europe. Mais depuis cette date-là, depuis le jour de la ratification de la Convention par la Suisse, eh bien, ce traité est applicable immédiatement en droit interne et déploie des effets qui sont comparables à ceux des droits fondamentaux qui découlent du droit constitutionnel national. On observe d'ailleurs que le meilleur effet des droits de l'homme, leur effet optimal, ou leur effet utile le plus bénéfique, comme on dit, est celui qui se produit lorsque ces droits sont intégrés au droit national et assimilés, ou en tout cas comparés, susceptibles d'être invoqués de la même manière que les droits fondamentaux d'origine nationale. Les deux sources pouvant alors être invoquées simultanément selon des procédures de contrôle qui sont propres à chacun des États intéressés
devant les instances nationales. Cela signifie qu'une même personne peut se prévaloir aussi bien des droits consacrés par le droit constitutionnel de son État que ceux que garantit le droit international qu'il est en mesure d'invoquer dans la même mesure. En d'autres termes, nous voyons apparaître ici une figure qui est importante dans la théorie et dans la pratique contemporaine des droits de l'homme. C'est ce qu'on appelle les cas de coexistence ou de concours de garantie de droits fondamentaux et de droits de l'homme qui finalement visent le même comportement ou la même valeur, mais résultent d'instruments normatifs qui sont distincts historiquement, mais qui peuvent être appelés à être appliqués simultanément dans la même affaire. Ces cas de coexistence ou de concours posent des problèmes de qualification, d'interprétation et de résolution sur le plan juridique qui sont d'ailleurs assez complexes et sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir ultérieurement. Je veux ici préciser que la problématique est encore plus complexe de nos jours puisque, à la faveur du développement largement incontrôlé des instruments internationaux de protection sur la scène universelle d'une part et sur la scène régionale de l'autre, on assiste aujourd'hui même à des cas de concours ou de coexistence de droits de l'homme entre eux, la même garantie pouvant être appréhendée par plusieurs instruments internationaux d'origine et de nature différentes. Alors, un mot quand même pour aborder la question de la résolution de ces cas de concours ou de coexistence de droits fondamentaux et de droits de l'homme. Deux principes extrêmement importants ont été mis au point et gouvernent juridiquement ces cas de figure. C'est le principe de la subsidiarité d'une part, et c'est le principe du droit qui offre la protection la plus étendue d'autre part. Avec la subsidiarité, nous retrouvons la règle que nous avons évoquée il y a quelques instants. Les droits de l'homme ont été conçus non pas pour supplanter ou se substituer aux droits fondamentaux, mais véritablement pour assurer une protection complémentaire par rapport à celle qui découle du droit national. Je rappelle ici que ces garanties n'ont pas vocation à remplacer la protection qu'offrent les droits fondamentaux, mais bien au contraire à compléter ou à encadrer, à renforcer la protection nationale lorsque celle-ci, le cas échéant, peut s'avérer insuffisante ou défaillante. Dans cette perspective, les droits de l'homme ne sont pas opposés aux droits fondamentaux, ils ne sont pas les ennemis des droits fondamentaux, mais leur mise en œuvre sur le plan national doit conduire à une évaluation qui conduit à choisir la garantie qui octroie la protection la plus favorable à son bénéficiaire. Et c'est là qu'intervient le second principe que nous venons d'évoquer, le principe de faveur. Selon ce principe, l'application simultanée de deux ou de plusieurs garanties issues du droit constitutionnel national et du droit international des droits de l'homme, doit conduire à l'identification de la garantie qui offre la protection la plus étendue, la plus favorable, la plus bénéfique à son titulaire. En d'autres termes, les droits de l'homme ayant été conçus pour assurer le respect de la dignité humaine, toute leur philosophie vise à, je le répète, compléter, encadrer le droit national et en tout état à opter pour la protection finalement la plus favorable à l'égard de leur titulaire. Il serait, en d'autres termes, contraire et résolument contraire à la philosophie des droits de l'homme d'utiliser en sens inverse la protection éventuellement moins favorable qui découle du droit international des droits de l'homme pour abaisser à ce seuil inférieur la protection qui découle en matière de droits fondamentaux sur la base du droit constitutionnel national. Le principe de faveur est inhérent à l'histoire, à la philosophie et à la notion même des droits de l'homme. D'ailleurs, c'est tellement vrai que plusieurs instruments internationaux de protection des droits de l'homme le consacrent explicitement, précisément dans la perspective d'aider à une meilleure compréhension et donc à une meilleure mise en œuvre, à une meilleure application des droits de l'homme au niveau national.
On peut se référer ici à l'article 5, paragraphe 2 des deux pactes onusiens qui stipule, je cite, « Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux en vigueur dans les États parties en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que les deux pactes ne les reconnaissent pas ou les reconnaissent à un moindre degré. » Dans cette perspective, les droits de l'homme visent à assurer une sorte de garde-fou, un seuil minimal de protection, comme on l'a dit. En d'autres termes, ils sont susceptibles de déployer leurs effets uniquement dans l'hypothèse où l'inapplication ou la mauvaise application des droits fondamentaux d'origine interne conduisent à la violation de ce seuil minimal de protection. On voit l'ambiguïté. Et c'est là toute l'ambiguïté des droits de l'homme. Eh bien, c'est le fait que les droits de l'homme, tout en étant dirigés contre les États, qui doivent les respecter et qu'ils doivent museler quelque part, eh bien, ces droits doivent prioritairement être mis en œuvre et respectés par les États dans leur sérail national de protection. C'est dire, et je crois qu'on le voit bien apparaître, l'importance et l'ampleur de la responsabilité qui revient aux organes internationaux chargés de veiller sur la scène supra-étatique au respect des droits de la personne humaine. C'est de ce sujet que nous allons parler à présent.